Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur TV7 dans votre émission le 19h Sport. Comme tous les mardis, c'est votre émission Parlons Sport. Rugby au programme, France-Fidji au Stade Atlantique de Bordeaux. Victoire préoccupante du 15 de France de Fabien Galthié. On va parler de la tactique justement de Fabien Galthié, on va parler de Nicolas Deporter, des Fidji et bien sûr du prochain match face à l'Australie. On va parler de pas mal de choses avec l'équipe du jour. Guillaume Dreschler, journaliste chez TV7. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Également avec nous Erwin Raoult, chef de projet chez Ambition. Bonsoir Erwin. Bonsoir Dorian, bonsoir Guillaume. Merci à vous deux d'être avec nous, j'espère que vous êtes prêts à parler de Fabien Galthié. Déjà Guillaume, vous étiez très chaud après le match face à l'Afrique du Sud. Ouais, c'était l'échauffement et puis là on est monté d'un cran, donc c'est bien, on va continuer. On va tester Erwin comme ça, on va voir ce qu'il va dire sur Fabien Galthié. Victoire préoccupante bien sûr du 15 de France, une victoire face aux Fidji, c'était au Stade Atlantique de Bordeaux Métropole. Avant tout, on va faire un petit tour de table. Erwin, qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie et de ce match ? Tout est dans le titre, victoire préoccupante. Donc, on va dire que l'essentiel est assuré, la victoire. Après, on aurait aimé peut-être plus de coups d'éclat, plus de continuité. On commence avec un 21-0, puis après, derrière, on voit que ça devient plus difficile. On aurait aimé un match plein, c'est pas ce qu'on a eu. Donc, victoire préoccupante, ce sont les bons mots. Les bons mots, Guillaume ? Ouais, victoire à la Pyrrhus. Plus les jours passent et plus je me demande où est-ce qu'on va avec ce projet de jeu. Je sais pas trop où on va avec cette équipe. Alors oui, il y avait pas mal d'absents. Faut quand même le rappeler. Il y a quand même des patrons qui sont pas là. François Cros, Antoine Dupont. C'est quand même des beaux petits joueurs absents. Mais le projet de jeu, moi, je comprends toujours pas en fait. L'Afrique du Sud, on a voulu jouer à la Sud-Africaine et on s'est fait démolir par l'Afrique du Sud. Là, contre les Fidji, on refait pareil. Très franchement, à 21-0, on doit jamais s'en sortir avec une fin de match comme ça. Donc, Fabien Galthié, on va pas commencer. On a un peu commencé. Oui, on a un peu commencé. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à 2 ans de la Coupe du Monde, de toute façon, on sait qu'on ira avec Fabien Galthié à la Coupe du Monde. De toute façon, il avait re-signé son contrat avant la Coupe du Monde 2023. Le limoger, le virer aurait coûté bien trop cher à la Fédé qui allait compter dans le rouge. Mais en termes de projet de jeu, il va falloir vraiment travailler un plan B sans Antoine Dupont, parce que là, c'est vraiment préoccupant. Les 2 matchs qu'on a joués sont préoccupants et on va jouer l'Australie là dans quelques jours. Il faut quand même rappeler que l'Australie n'a pas passé les poules à la dernière Coupe du Monde en France. On va parler justement de la tactique de Fabien Galthié dans un instant, mais juste avant, on va écouter Grégory Aldrit qui a fait un très bon match, lui aussi, on va en parler également du Rochelet. Il était en conférence de presse, écoutez sa réaction de ce match face aux Fidji. Le sentiment, il est qu'il y a eu une victoire. On sait que après une défaite, après une semaine où on parle beaucoup de l'Afrique du Sud, c'est dur de regagner. Donc déjà ça, c'est le point positif, c'est d'avoir gagné. Il y a eu des temps forts, des temps faibles. On est conscient de notre prestation. On est satisfait de la victoire, pas satisfait à 100%, enfin pour ma part en tout cas, de ce qu'on a fourni sur le terrain. Mais on a une base et on va encore continuer à travailler et retourner dans ce stade de France où on est encore quand même un petit peu vexé pour rendre un petit peu aussi à notre public qui était là la semaine dernière et continuer de monter en puissance. Comment on peut expliquer, Erwin, qu'il y a une tactique de Fabien Galthié pendant le sélection qui était très intéressante, tout de même sa tactique, aujourd'hui, elle n'existe quasiment plus. Comment ça se fait qu'on change comme ça on a changé pour l'Afrique du Sud, on rechange pour les Fidji, alors que ça fonctionnait bien face aux 6 nations. Je pense que c'est un projet de jeu qui est en train de se chercher et on ne trouve pas les bonnes solutions, on ne trouve pas les bons joueurs, on a beaucoup de turnover. Alors on voit qu'on essaie des joueurs polyvalents, on voit que ça marche un peu moins bien, on essaie des joueurs du coup qu'on remet à leur poste. Alors est-ce qu'il y a aussi une question de confiance aussi pour le joueur, à l'image d'un Grégory Aldrit qui est même pas dans le groupe pour l'Afrique du Sud, on le réincorpore en tant que capitaine pour le match contre les Fidji. On peut se poser la question aussi de la cohérence, de la confiance que les joueurs ont dans ce projet de jeu. Est-ce qu'ils se sentent pleinement impliqués aussi au point de vue humain ? Donc c'est à voir quel est aussi le degré de confiance entre les joueurs et le coach, mais c'est vrai que le projet de jeu, on sent que tout le monde se cherche un petit peu, on a l'impression que personne n'est réellement à 100% dans ce projet, on attaque pas forcément la ligne avec des joueurs qui pourraient le faire. On sent que c'est beaucoup structuré autour du numéro 9 et que dès qu'on se fait ralentir, on en parle avec Guillaume, dès qu'on se fait ralentir, le projet de jeu il devient très compliqué, on bloque le numéro 10, puis en fait derrière on a l'équipe de France qui peut pas envoyer ces flèches dont on connaît les talents, Damien Penaud, Louis Bielbiarré, même Nicolas Deporter ou Pierre-Louis Barassi, c'est des personnes qui peuvent percer les défenses à tout moment, mais si c'est ralenti, malheureusement on peut pas l'utiliser et les équipes l'ont bien compris. Ah, mais complètement, on a un projet de jeu en équipe de France qui est basé autour du numéro 9. Bon, quand Antoine Dupont n'est pas là, désolé de rappeler Antoine Dupont à chaque prise de parole, mais le projet de jeu, c'est autour d'Antoine Dupont. Oui, il est extraordinaire, Antoine Dupont, mais ça... Il n'y a qu'un joueur qui peut faire tout ça. Mais quand il n'est pas là, quand ton projet de jeu est basé autour du 9,
et d'Antoine Dupont. Quand Antoine Dupont n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait ? Là, on voit que le jeu est encore une fois basé autour du numéro 9. Ils ont compris qu'il fallait nous agresser défensivement. L'Afrique du Sud nous l'a fait. Les Fidji l'ont fait et l'ont très bien fait pour aller agresser le 9 et le 10, les empêcher de jouer, bloquer les extérieurs, bloquer les couloirs, monter avec cette rush défense qui nous agresse très rapidement, et on n'arrive plus à jouer. Donc on se débarrasse de la balle, et puis derrière on va envoyer des grosses chandelles, des coups de pied, et derrière, comme par hasard, quand on doit aller courir après les joueurs adverses, alors oui, vous allez me dire, non, mais on a mené 21-0, donc c'est quand même que c'était plutôt correct. Oui, sauf que derrière, les Fidji, ils sont revenus à égalité, et ils nous ont vraiment embêtés pendant bien 1 heure. Donc, faut pas s'étonner si derrière on a des blessés. Si on court après l'adversaire en permanence, on va me dire oui, mais les blessés c'est un peu de la malchance. Mais non, la malchance, la chance et la malchance, ça se provoque. Si on avait le ballon en permanence, qu'on jouait avec ce ballon, on n'aurait certainement pas autant de blessés. Comme dirait un grand footballeur, le football a changé, le rugby a changé pour que Fabien Galtier change sa tactique, Erwin ? Lui en tout cas il veut le faire changer. Après reste à savoir est-ce que ça marche bien mais ou vers pas. Comment vers où et de quelle manière le problème il est là. On comprend pas le projet. Actuellement, on a du mal à comprendre le projet. On a des joueurs de grande qualité, on n'arrive pas à les faire jouer ensemble. On comprend pas le système d'attaque. On sait pas ce vers quoi on se tourne. On a l'impression qu'on veut se débarrasser du ballon constamment. Notamment, Ntamack, on connaît ses qualités, même si ça fait quelques saisons qu'il est un peu en dessous. On sait que c'est un joueur qui est capable et qui, naturellement, était quelqu'un qui attaquait la ligne. On le voyait avant. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui prend le ballon, qui le passe à Thomas Ramos pour que Thomas Ramos prenne les responsabilités, au pied notamment. On ne sait pas ce vers quoi ça se tourne et ce vers quoi ça va se tourner, mais c'est un peu inquiétant. Alors, il y a un homme qui a peut-être la réponse à notre question. Qui ? C'est Fabien Galtier. Ah. On va écouter tout de suite. Bon. Il va vous expliquer peut-être pourquoi projet. les Fidjiens ont un petit avantage par rapport aux 15 de France. Écoutez. Dans le contexte que nous ont proposé les Fidjiens et la qualité de l'équipe fidjienne, c'est toujours, j'ai dit aux joueurs avant le match, mais il y a toujours un a priori sur cette équipe qui ne valorise pas en fait ce qu'elle est capable de faire. Et on sait très bien que les Fidjiens sont capables de battre en Europe, ils sont capables de battre toutes les équipes en Europe. Et d'ailleurs, en 2018, la France avait touché du doigt cette expérience-là. En 2000, en préparation, Grégory, tu jouais à Nantes, ça avait été un match difficile. Depuis toujours, les Fidjiens posent des problèmes. D'autant plus que cette équipe aujourd'hui, dans leur réorganisation du calendrier international, joue une compétition toute la saison, c'est-à-dire la Pacific Cup, et donc arrive avec une dizaine de matchs dans les pattes, avec une province qui joue aussi championnat des provinces. Donc ils sont aussi beaucoup plus organisés, beaucoup plus préparés collectivement. Ils ont des coachs qui sont les anciens coachs des All Blacks. Donc aujourd'hui c'est une équipe qui compte pour nous, qui a beaucoup de valeur. Donc déjà je trouve qu'il faut respecter cette équipe, et quand j'entends vos questions, si vous attendiez une démonstration, il faut prendre la mesure de l'adversaire. Donc pour revenir à votre question, oui, moi je trouve que l'équipe de France a réussi son contrat dans des conditions très difficiles. Est-ce que la réponse vous convient, messieurs ? Absolument pas. Non, mais alors là, moi, ça me désole. Déjà, il y a un point qu'il a dit plusieurs fois après le match contre les Fidji, et il l'a redit, c'est oui, ils ont plus de matchs que nous. Il faut rappeler que les premiers matchs des Fidji dans leur Pacific Cup c'est avec d'autres joueurs que ceux avec qui ils ont terminé la tournée, des joueurs non européens, et là il y avait des joueurs plus du championnat de France. Voilà, donc c'est pas les mêmes joueurs. Il y a beau avoir la nation fidjienne, a beau avoir plus de matchs que nous, les joueurs des Fidji n'ont pas plus de matchs que nous sur le papier, c'est factuel. Donc Fabien Galtier, il nous endort. Il rappelle la date de 2018. 2018, on a une des pires équipes de France de l'histoire. Et on parle de quelle équipe de France aujourd'hui qui a joué contre les Fidji là samedi à Bordeaux, une équipe de France qui est censée être en capacité de gagner la Coupe du Monde 2027. Sincèrement. Qui devait être en capacité de gagner 2023 aussi. Exactement. Donc on va me dire que les Fidji sont en capacité de gagner la Coupe du Monde en fait. Bah non. Erwin ? Alors moi je rejoins Fabien Galtier sur un point, je vais me faire l'avocat du diable, c'est qu'effectivement les Fidji, on les connaît, les Flying Fidji, sont capables de gagner tout le monde par le fait qu'ils jouent beaucoup à la main, ils ont des joueurs de très grande qualité, à l'image de Vainicolo qui a encore été excellent les sur le coups de match. pied de pression, ça on en a pas vu, ça c'est pas leur... Non mais par contre c'est que quand ils prennent les ballons et qu'ils arrivent en 1 contre 1, très très difficile à attraper, ils sont puissants. Le style A7, on les connaît, voilà. C'est les meilleurs au monde. Ils vont très vite. Après effectivement, nous on peut se poser des questions, on est censé effectivement être une équipe favorite pour la Coupe du Monde 2027, et là on n'en a pas l'étoffe, on aura encore des réponses contre l'Australie qui va venir samedi soir, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, si contre l'Australie c'est encore compliqué, qu'est-ce que ça va donner ? Comme vous l'avez dit Guillaume,
L'Australie n'a pas passé les poules en 2023. Si on n'arrive pas à faire un grand match contre cette équipe d'Australie et rassurer, on peut se poser de vraies questions avec l'équipe actuelle qu'on a et les talents qu'on a surtout. Et l'Australie, il faut les démonter. Est-ce que ça remet pas en question ce système de période de doublon avec la Ligue, la liste de 42 aussi? Est-ce que ça remet pas aussi ce système en question? Est-ce que finalement ce système n'est plus est obsolète aujourd'hui par rapport il y a 4 ans quand ça a été mis en place? Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de doublons, c'est une aberration. C'est une aberration complète d'encore avoir des doublons dans notre championnat, donc il faut trouver des solutions. Après, le sélectionneur comme les clubs essayent de trouver des plages de repos aussi aux joueurs pour qu'ils puissent tourner. Il y a Champions Cup qui va arriver très rapidement au mois de décembre. Après, c'est un système qui est en place depuis quelques années. Bon, on a quand même été à 1 point de battre les futurs champions du monde. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui en 2025, ça ne fonctionne plus? La liste des 42, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de gestion humaine, ça pose petit à petit des questions. Parce que humainement, on sent que les gars, ça commence un peu à les titiller. Grégory Grit, avant le match contre l'Afrique du Sud. Les clubs aussi. Et les clubs, ils voient des joueurs faire des allers-retours, ils peuvent pas préparer leur match correctement. Bon, Mathieu Jalibert était officiellement blessé pour la tournée d'automne. Il a repris l'entraînement avant le match contre la section paloise. Bon, et moi, je me pose beaucoup de questions. Et le système Galtier, là, on est à 2 ans de la Coupe du Monde. Si ça gagne pas le tournoi Destination, si on se reprend de belles petites volées lors de la tournée en juin prochain, à l'automne prochain, en 2026, on sera à moins d'1 an de la Coupe du Monde. Très sincèrement, moi j'attends vraiment le 6 Nations de cette année. On aura 3 matchs à domicile, on est tenant du titre. Si on ne gagne pas les 6 Nations, Galtier sera vraiment sur Il y a aussi cette question de qu'est-ce qui est la priorité. Est-ce que la priorité aujourd'hui dans le rugby français, c'est le 15 de France ou c'est les clubs? C'est vrai que quand on voit dans d'autres nations, comme en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, en Irlande, les clubs ou franchises, on ne met pas trop les moyens dessus, l'Italie, ou alors on réunit tout le monde et on passe les sélections avant tout. Est-ce que la France doit prendre ce chemin aussi? Je sais pas, c'est une question qui est compliquée pour moi. Est-ce qu'on doit vraiment se tourner vers ce format-là ou est-ce que justement nous on a le plus beau championnat du monde et on continue de le mettre en avant? Alors ça dépend de ce qu'on veut. Moi je trouve que pour l'instant on a réussi quand même à bien mélanger les deux. Peut-être pas assez pour mettre en avant une équipe de France qui puisse aller chercher la Coupe du Monde, mais Guillaume le dit, on était à 1 point de battre quand même les Sud-Africains, futurs champions du monde en 2023 au Stade de France. Donc c'est que ça se joue pas à grand chose. Là le problème pour moi c'est surtout qu'actuellement on a peut-être une des meilleures équipes de France, ou du moins par talent de l'histoire, avec des Antoine Dupont, avec des Romain Tamac, avec des Mathieu Jalibert, avec des Louis Bielbiarré qui sont, quand ils sont dans leur pleine forme, ils sont inarrêtables. On le voit, Louis Bielbiarré d'ailleurs nommé pour être meilleur joueur du monde avec 3 autres Sud-Africains. On le sait, on a cette équipe avec un potentiel qui est immense. L'idée c'est de comment on peut réussir à faire une gestion humaine qualitative qui aille à la fois au club pour garder ce championnat qui est compétitif et qui attire cette lumière, et à la fois pour cette équipe de France pour qu'elle puisse enfin aller chercher ce titre à la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, quand on parle du championnat de France, oui, tu l'as bien dit, c'est le meilleur championnat au monde. Les autres nations nous envient notre championnat de France, notre système pyramidal à la française. On voit encore le Vannes Grenoble de dimanche soir, un match de 2e division qui remplit un stade entier de football, le stade de Rennes, le Roazhon Park. Très sincèrement, toutes les autres nations nous envient ce système-là, donc il faut le garder. Mais après, ce qu'il faut remettre en cause, c'est toute l'organisation autour du 15 de France. Les doublons, alors ça va pas plaire à certains, mais peut-être faudrait-il passer à un top 12 avec une seule descente sèche, pas de barrage. Le problème, c'est que derrière, ça remettrait en cause le système de phase finale. Et dans ce cas-là, il faudrait tout revoir après en Pro D2, bref. Mais il faudrait peut-être remettre ça en cause. Peut-être que 12 équipes dans l'élite, ça permettrait d'avoir plus de plages de repos pour les joueurs. Et après, derrière, être plus frais pour les sélections nationales. Est-ce qu'il ne faut pas avoir la chose inversée, c'est-à-dire ajouter peut-être plus de joueurs sur le banc des remplaçants et faire plus de turnover, peut-être? Ça, c'est une possibilité. Au lieu de retirer, vous ne peut-être pas augmenter. C'est une possibilité. Mais après, maintenant, en fait, c'est très compliqué parce qu'on n'a jamais gagné une Coupe du Monde. La France n'a jamais gagné une Coupe du Monde. Donc, il y a des balbutiements, on essaie de trouver des systèmes qui favorisent un peu l'état de fraîcheur des joueurs. Aujourd'hui, la seule chose qu'il faut remettre en cause, selon moi, c'est cette liste des 42, les allers-retours dans les clubs, peut-être plus protéger, peut-être avoir plus de sparring partners, de jeunes, de U20 à l'entraînement, parce qu'il y a 42 joueurs, ils servent à quoi ces 42 joueurs la semaine? Très sincèrement, moi je me demande à quoi ils servent. Et après, c'est sur le projet de jeu. Aujourd'hui, la plus grande problématique pour moi, c'est le projet de jeu de Fabien Galtier. Romain Tamac, on en a parlé, et puis Fabien Galtier en parlait là tout à l'heure.
Romain Tamac, il est capable de jouer, de percer, il est capable de jouer un peu comme Mathieu Jalibert, d'attaquer la ligne. Le problème, c'est que le système dans le 15 de France ne lui permet pas de le faire. Et Romain Tamac, il revient de blessure, donc c'est un peu plus compliqué pour lui. J'ai pas envie de tomber sur lui, franchement, après ce match. Justement, on va parler des hommes dans un instant. On va parler de Ntamak, on va parler de la charnière et surtout de Nicolas Deporter. On va faire une page de publicité et on revient juste après sur TV7, justement pour parler de Nicolas Deporter, qui était l'homme fort de ce 15 de France. A tout de suite. Et comme tous les soirs, votre émission, le 19h Sport, Parlons Sport, on était en train de débriefer le match du 15 de France face aux Fidji. C'était le deuxième match du test de novembre de cette Nation Series. La France qui affrontera l'Australie, mais juste avant, on va parler des hommes qui étaient sur le terrain. Certains ont marqué des points, d'autres en ont perdu. Un qui a marqué des points, c'est bien sûr Nicolas Deporter, le 3/4 centre de l'Union Bordeaux-Bègles. Première fois titulaire. Erwin, voilà, c'était l'homme fort de ce match, Nicolas Deporter. Oui, l'homme fort, on en avait parlé avant le match et on l'avait bien senti ici chez TV7. Effectivement, on avait dit que Nicolas il avait à cœur de faire un beau match, il l'avait revendiqué lui-même en conférence de presse, il voulait être titulaire sur ce match devant ses amis, devant sa famille, dans ce beau stade qu'il connaît bien. Et d'entrée, déjà, ça le met en confiance. Une belle percée de Pierre-Louis Barassi qui le sert sur un plateau pour le mettre son premier essai. Je pense qu'on ne peut pas mieux démarrer un match en tant que titulaire. Marquer un essai, ça met en confiance. Et puis après, derrière, on connaît ses qualités physiques, ses qualités athlétiques, son intelligence de jeu aussi sur le placement, d'anticiper les coups. Dès que ça joue un petit peu derrière, voilà, on le sait, c'est quelqu'un qui aime porter le ballon, qui aime faire des passes. Et là, on l'a vu. Puis, quand on est en confiance, on est capable de déplacer des montagnes, et Nicolas Deporter nous l'a montré en faisant un raffut absolument magnifique sur Joshua Tuisova, donc qui est juste magnifique. Puis là, je pense que plus rien ne peut nous arriver après quand on est dans un match comme ça. Justement, on va écouter Nicolas Deporter, il était en zone mixte à la fin de ce match, écoutez-le. Moi, personnellement, je me sens aussi en forme. Franchement, je suis content du début de saison que j'ai pu faire avec Bordeaux. Ils m'ont mis dans de bonnes conditions, malgré le nombre de blessures qu'on a eues et le fait que j'ai enchaîné beaucoup. Je me suis vraiment senti à l'aise, et ce qui fait que j'ai pu intégrer cette équipe de France dans de bonnes conditions. Et une fois arrivé à Marcoussis, pareil, j'ai encore une fois été bien intégré par les plus anciens. Et ce qui m'a permis d'être vraiment en confiance et pouvoir exploiter mon rugby à 100%. Ouais. Les enseignements de ce match, je pense, c'est la discipline. On a pu voir que quand on a fait un tribut de début de match, ça c'était vraiment un focus sur la semaine. Après 21-0, on a commencé à enchaîner les pénalités, ce qui nous a fait revenir à 21-14. Je pense que c'est vraiment ça l'enseignement de ce match, le fait que nos pénalités peuvent nous mettre dans le dur et aussi perdre le match, car on sait que quand on a une pénalité, très vite on se retrouve sur une pénale touche à nos 5 mètres, et à ce niveau-là, généralement ça concrétise. Donc il faut vraiment faire un focus sur notre discipline et essayer de corriger les petites fautes bêtes. Ouais. Titulaire indiscutable, Guillaume ? Il va commencer à être dans la discussion pour être titulaire indiscutable. Et moi j'ai envie de dire enfin, nous, on le voit à Bordeaux, Nicolas Deporter, il s'impose. Déjà, il a un énorme caractère. C'est très marrant. Il me semble que c'était la saison dernière, je crois que Canal avait placé un micro sur Nicolas Deporter sur un des matchs. Et en fait, tu le vois, il parle en permanence, il replace. Et pour son jeune âge, tu me disais en off, 2003 ? Ouais, c'est ça. Donc il a 22 ans. 22 ans, il a un vrai caractère de leader. On sait que Gaël Fickou est mis dans cette paire de centres parce que c'est un capitaine de défense. Nicolas Deporter peut être ce capitaine de défense. Donc aujourd'hui, voilà, il y a cette paire Moefana Deporter qui marche très bien à Bordeaux-Bègles. Barassi est un joueur de très bon niveau. On a Emilien Gaëton aussi, franchement. En termes de centre, en France, là, on a 2 paires de centres possiblement titulaires, et Deporter est vraiment dans la discussion. Et je trouve ça très bien qu'il soit enfin mis en avant. C'était à Bordeaux, j'espère qu'il va être... Au vu des blessés, je pense qu'il sera titulaire. Il devrait être titulaire contre l'Australie. Sera reconduit. Gaëton est blessé, Barassi blessé, donc... Exactement. Donc voilà, après, Moefana est pas là, donc il va falloir trouver quelqu'un à côté de lui, mais très sincèrement, il est vraiment dans la discussion. C'est quel style de joueur ? Qu'est-ce qu'il apporte, Nicolas Deporter, sur le terrain ? On sait qu'il est admiratif de Yannick Josion ou de Sonny B. Williams. C'est ça ? On y vient, bien sûr. On ne peut pas parler de Nicolas Deporter sans évoquer Yannick Josion. C'est un centre longiligne, alors qui
comme ça, quand on le regarde à la télé, peut ne pas paraître très impressionnant. Quand on voit un Yoram Moefana qui est très costaud, un vrai 12 qui va très vite, ou même un Gaël Ficou, on voit un peu plus costaud, mais en fait, c'est 1m93, c'est surtout très bonne passe, très rapide, très véloce, qui est dans l'anticipation, qui est capable de percer n'importe quelle défense. On l'a vu, je crois que c'était contre Lyon, où juste une fin de passe lui suffit, il traverse tout le terrain, puis après, derrière, quand on donne à Louis Bielbiarri, ça fait essai. C'est un joueur qui est très complet en défense, qui est vraiment ne lâche absolument rien, très très bon défenseur, et donc forcément quand on a un joueur comme ça qui est capable de jouer à la fois 12 et 13, c'est très important de l'avoir dans son équipe, d'autant plus, là on parlait de s'il allait jouer contre l'Australie, je pense qu'il va jouer contre l'Australie en tant que titulaire aux côtés de Gaël Ficou, je pense pas qu'il y ait de débat à ce sujet, que sur le banc on aura, j'ai vu qu'Emilien Gaëton je crois n'était pas forfait officiellement, donc sûrement qu'Emilien Gaëton s'il peut postulera en tant que en plus remplaçant polyvalent à la fois ailier et centre, et pourquoi pas introduire un Fabien Broboiry aussi de Pau qui fait une très très bonne saison, ou un Calvin Gourgue. Je pense que le poste de centre aujourd'hui c'est peut-être celui où il y a le plus de monde en équipe de France, donc on a cette chance là, autant en profiter. Une paire Gourgue de Porter, je signe, franchement je signe. Peut-être 2027. Peut-être 2027, mais c'est vrai qu'on a énormément de viviers sur cette paire de centre 12-13. Il faut bien l'utiliser. Et oui, et tu as dit une chose très importante, c'est que De Porter peut jouer et 12 et 13. Bien sûr. Justement, l'avis de Fabien Galtier sur Nicolas De Porter, écoutez. Il est en forme, hein. Il a fait une bonne rentrée au Stade de France qui n'a pas été payé. Lorsque les Sud-Africains prennent le large, il rentre et il est chargé d'aller chercher le ballon en l'air, il le gagne. Il nous donne l'opportunité d'avoir une pénalité sous les poteaux. Au Stade de France, il a vraiment fait une bonne rentrée et il méritait le numéro de titulaire aujourd'hui. Et il a été à la hauteur dans un match difficile parce qu'il a perdu ses 2 centres et il a dû accompagner Oscar Djegou, qui est en 3e ligne. Il a fait du travail, il est en forme, il a du punch, à l'image de sa saison avec Bordeaux. À l'image de sa saison avec Bordeaux. Pour conclure, messieurs, il reste un match, ce sera l'Australie. On en parlera bien sûr en détail vendredi dans votre émission Les Affiches du Week-end, avec un entretien exclusif avec Johanna Grisé, ailière du 15 de France et du Stade Bordelais, à découvrir vendredi. Est-ce que pour vous, la tournée quasiment loupée, entre guillemets, malgré la victoire face aux Fidji, ou est-ce qu'on attend le match face à l'Australie pour valider ou non cette tournée ? Non, parce que quoi qu'il arrive, cette tournée laissera un sentiment d'inachevé. De par l'ampleur de la défaite contre l'Afrique du Sud et de par aussi la manière de gagner contre les Fidji. Donc l'Australie, encore une fois, selon moi, on baisse d'intensité et on baisse de niveau au fur et à mesure qu'on affronte les équipes dans cette tournée de novembre. L'Afrique du Sud, on ne peut pas faire mieux au monde. Les Fidji, c'était devant l'Australie à la dernière Coupe du Monde, et là l'Australie, ils s'en même fait battre en Italie. Donc très sincèrement, là l'Australie, c'est avec la manière. Le match peut sauver les meubles ou pas du tout ? Oui, en fait, on dira que si on fait une victoire un peu comme celle des Fidji, on dira que c'est une tournée loupée, et si on gagne avec la manière contre l'Australie, on dira que ce sera une tournée mitigée. Je pense que ce sera ça le fin mot, malheureusement. Et j'ai un peu peur qu'on se trouve aussi des excuses, que la défaite contre l'Afrique du Sud, ce soit, on a perdu contre les meilleurs du monde, donc ce n'est pas grand-chose. Voilà, c'est ça. Les Fidji, il pleuvait, on n'a pas pu déployer notre jeu, puis on s'est fait un peu prendre avec tous les blessés, etc. Et si après on fait une belle victoire contre l'Australie, j'ai peur qu'on se cache un petit peu derrière tout ça et qu'on dise, finalement, c'était pas trop mal, mais quand on rentre dans les détails, c'est une tournée qui est déjà loupée dans son début. On peut essayer de mieux la terminer, mais ce sera pas forcément très bien. Mais les excuses, il faut arrêter avec les excuses. Je ne serai pas à retenir cette tournée de novembre, parce qu'après l'Australie, ce sera bien sûr le 6 Nations. Le 15 de France devra défendre son titre. Oui, et ça, c'est avec 3 matchs à domicile, je le rappelle. Donc il y aura une certaine pression, avec des équipes qui, elles, vont monter en pression. Franchement, l'Angleterre revient à un super niveau. Aussi, comme par hasard, dans le sillage de son championnat qui commence à vraiment retrouver un certain niveau et voilà, avec des joueurs une nouvelle génération menée par Pollock qui vraiment arrive sur le devant de la scène. Donc voilà, et puis on va voir sur la Champions Cup. Je crois qu'on a la revanche de la dernière finale qui va arriver à Chaban au mois de janvier. Et franchement, moi, c'est un match que j'ai déjà coché dans le calendrier. Donc le 6 Nations vraiment va être, je vais pas dire décisif, parce que on peut se dire que c'est le 6 Nations d'avant Coupe du Monde qui est un peu le thermomètre pour les nations. Mais à 1 an et demi de la Coupe du Monde, si on ne gagne pas ce 6 Nations, je le rappelle, en étant tenant du titre et avec 3 matchs à domicile, sincèrement, on va falloir se poser de grosses questions. On va voir, je veux vraiment qu'on regarde de près le projet de jeu de Fabien Galtier sur ce 6 Nations. De quelle manière on va jouer. Si c'est pas clair,
Là, franchement, il va vraiment falloir se poser des questions. Et il y aura le 6 Nations, peut-être bien du sûr, 6 Nations. Prochaine compétition aussi qui va arriver, la Nation Cup ou Nation Series, Ouais. une compétition qui La Ligue va- des Nations, la quoi. Ligue des La Ligue des Nations, Nations, entre ouais. l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, donc il y aura pas mal de La choses. Géorgie, la Roumanie saluent cette idée de Ils ont World la Rugby. même chose, mais on peut Ouais, pas. c'est très bien, voilà. Les riches et les pauvres. Exactement, ça montre ça. En tout cas, merci messieurs d'avoir débriefé Avec plaisir. cette rencontre Merci entre France et Fidji. C'était au Stade Atlantique de Bordeaux. Rendez-vous vendredi pour bien sûr parler de l'Australie. Et sinon, on se retrouve demain pour de prochaines émissions et notamment votre émission Top Foot. À demain, bonne soirée à tous.